Je ne sais pas si vous êtes comme moi, et je suis encore vraiment sous le choc de la conférence et de l'intervention de Philippe Van Merbeek. J'ai franchement le sentiment d'être passé brutalement aujourd'hui, avec 16 ans de retard, du XXe au XXIe siècle. Je ne vous dis pas combien je me sens un homme du XXe. Les mauvaises langues diront du XIXe, mais ça, ce sont des mauvaises langues. Et comme vient de le dire Guy Sederslack, cette intervention, cette conférence est une ouverture tout à fait formidable à la table ronde que nous allons avoir maintenant. Si j'ai retenu beaucoup de choses de ce que Philippe Van Merbeek a dit, mais j'en ai retenu deux, plus que d'autres. La première, c'est une phrase qui a été prononcée et que Philippe Van Merbeek n'a pas prononcée, mais c'est une phrase que Guy Sederslack a prononcée dans son intervention de début et qui m'est revenue à l'esprit, c'est « Il est trop tard pour être pessimiste ». Et c'est vraiment l'impression que moi j'ai retirée de cette intervention. Et puis la deuxième, et vous avez, comme moi, vécu cette démonstration extraordinaire du passage du miroir au smartphone. Je fais assez peu de selfies, mais j'ai quand même assez bien compris ce que Philippe Van Merbeek nous expliquait. Et en tout cas, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il était dangereux de laisser les adolescents en général, un adolescent en particulier, seul face à son smartphone. Que ce soit Facebook, que ce soit les moyens algorithmiques de drague qui sont utilisés aujourd'hui, vraiment, c'est la nécessité de sortir l'adolescent du face-à-face avec son smartphone. Alors pour le sortir de ce face-à-face, quoi de mieux que le dialogue? Et le dialogue, c'est ce dont nous allons parler. Mais quel dialogue? Comment l'organiser? Quelle place pour un dialogue entre des convictions différentes? Quelle place pour un dialogue entre des religions différentes? Quelle place dans l'espace public? Et puis, et ça vous concerne directement, quelle place pour ce dialogue à l'école et dans l'école? Alors, pour chercher, on va être modeste, des pistes de réponse, 3 intervenants. Ignace Berten. Ignace Berten, vous l'avez entendu, vous l'avez lu aussi dans la brochure de présentation, est dominicain et théologien. Il est master in Sacra Theologia et il est membre de la commission interdiocésaine pour les relations avec l'islam. Radian Atiya est assistant au département des sciences de l'Antiquité, spécialité langue arabe et études islamiques à l'Université de Liège. Il est aussi professeur de religion islamique. Et puis, lui, Léon Christians, est professeur de droit des religions à l'UCL. Il est le président de l'Institut de recherche pluridisciplinaire Religion, spiritualité, culture et société. C'est le RCS qui était dans la brochure de présentation et qui devient plus clair. Il est aussi membre du bureau du Centre interdisciplinaire d'études de l'islam dans le monde contemporain. Et c'est à lui que je vais m'adresser pour la première question, puisque nous voulons parler du dialogue interreligieux. Il faut sans doute d'abord s'interroger sur la place du religieux, des religions, dans la vie publique et dans l'espace public. Alors, je propose qu'on le fasse d'abord en Belgique, et puis qu'on voit si c'est exportable, si j'ose dire, ou si d'autres ont fait autrement que nous. Oui, sûrement. C'est d'abord un juriste qui vous répond donc sous cet aspect normatif que Jean Demarque a bien recadré à la fois dans sa force et dans sa faiblesse. La première chose que je voudrais dire, c'est que d'emblée, en 1830-31, quand on a rédigé la Constitution belge, eh bien, dans une sorte de pragmatisme évidemment lié aux conditions de l'histoire, mais qui est resté le nôtre, eh bien, les places des religions ont été reconnues dans la Constitution, pas simplement limitées au catholicisme dominant, mais également aux autres cultes, dans l'article 181, avec beaucoup de difficultés d'écriture, parce que pendant un premier temps du moins, les constituants voulaient énoncer des principes. Ils voulaient des principes clairs, du style loi civile, loi divine, etc. Et après un certain nombre d'heures et de jours de débat, eh bien, ils ont décidé d'abandonner l'énoncé de principes.
Et je pense que c'est une sagesse belge, finalement, et constitutionnelle également, de ne pas avoir voulu donner de principe. Donc il y a une place donnée aux religions, dans un cadre historique donné, mais sans énoncer de principe. Ainsi, par exemple, encore, est-ce que la Belgique allait renouveler le cadre concordataire que la France nous avait donné pendant quelques années et puis les Pays-Bas? Eh bien, réponse négative. Et pendant des dizaines d'années, et ici aussi des thèses de doctorat à Louvain, la question était, sommes-nous concordataires ou non? Pendant des dizaines d'années, on n'en savait rien, parce qu'on ne voulait pas affirmer de principe. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des avantages et des inconvénients au modèle belge? L'avantage, me semble-t-il, du modèle belge tel qu'il avait été conçu historiquement, c'est-à-dire dans une société globalement homogène tout de même, et clivée entre catholiques et libéraux, eh bien c'est un modèle qui a pu évoluer à travers le temps, qui a pu intégrer tout de suite évidemment le protestantisme et le judaïsme, et puis par la suite l'islam, l'orthodoxie et aujourd'hui le bouddhisme. Donc c'est un modèle, et c'était le seul modèle aussi belge du pluralisme. Le modèle belge pluraliste se construit évidemment à partir des clivages que je viens de rappeler, mais à partir de clivages profondément religieux et idéologiques. Donc c'est ce pluralisme-là que l'on a réussi à faire fructifier. Alors certains vont dire aujourd'hui, il est impraticable, il est impossible de continuer à le faire fructifier parce que la diversité sociale devient trop importante. Voilà. Et je crois que là aussi, il est bon de faire des efforts aujourd'hui.